Bonjour, je suis Pascal Guillot, cardiologue réadaptateur à Rennes et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Cardio Online Fabrice Extramiana, rythmologue à l'hôpital de Bichat à Paris. Bonjour. Bonjour. Les extrasystoles ventriculaires sont un motif relativement fréquent de consultation. Pourriez-vous nous dire rapidement quels sont les critères qu'on doit retenir pour pousser plus loin les investigations? Alors effectivement, les extrasystoles ventriculaires sont fréquentes et elles sont adressées aux cardiologues. Elles sont fréquentes parce que même dans la population générale, tout le monde a des extrasystoles ventriculaires. Et donc, si on fait un enregistrement de 10 secondes d'électro, on ne les trouve éventuellement pas. Mais si on fait un Holter de 24 heures, on en trouve chez quasiment tout le monde. Donc c'est fréquent. L'extrasystole ventriculaire, elle est définie comme fréquente quand il y en a un certain nombre sur un Holter de 24 heures. Et on retient habituellement la valeur, pour parler de fréquent, de 10 à 20 extrasystoles par heure, c'est-à-dire à 250 à 500 par 24 heures. Donc les extrasystoles ventriculaires sont fréquentes. C'est un motif de consultation avec le cardiologue. Et la première chose que doit faire le cardiologue, à mon avis, c'est regarder ces extrasystoles ventriculaires sur l'électrocardiogramme en 12 dérivations. Parce que là, on a des informations qu'on n'a pas sur les 2 ou 3 dérivations des Holter conventionnels. Et essayer de caractériser ces extrasystoles d'un point de vue électrocardiographique. Parce qu'il y a là un certain nombre d'éléments qui sont d'emblée potentiellement très inquiétants et qui doivent attirer l'œil du cardiologue avant toute autre chose, c'est les extrasystoles ventriculaires à un couplage très court, et en particulier les extrasystoles ventriculaires qui démarrent au sommet de l'onde T. Et ça, c'est quelque chose de potentiellement dangereux immédiatement, qui peut tuer le patient de façon subite. Et donc c'est quelque chose qui doit attirer l'œil tout de suite. Heureusement, c'est quelque chose de très rare, voire d'exceptionnel. Mais quand on le voit, il faut savoir le reconnaître. Si on a ensuite des extrasystoles ventriculaires sur un électrocardiogramme de 10 secondes qui sont polymorphes, multiples, etc., ça va inquiéter et à ce moment-là, on va probablement faire hospitaliser le patient. Mais les aspects électrocardiographiques sont donc la prématurité de l'ESV, et puis, en plus d'être prématurées, si elles sont plutôt fines et qu'elles font penser à des ESV qui viennent du Purkinje, et puis éventuellement, mais sur 10 secondes de CG, on l'a pas souvent, leur caractère complexe, répétitif, et si on a des TV non soutenus, on change de catégorie, mais là, ce n'est pas tellement le sujet. L'autre élément qu'on va regarder, c'est, et ça on l'a directement sur l'électrocardiogramme, c'est de savoir si l'extrasystolie provient du ventricule droit, et à ce moment-là, elle aura un aspect de retard gauche, ou du ventricule gauche, et à ce moment-là, elle aura le plus souvent un aspect de retard droit. Donc vous l'avez dit, le Holter fait partie du bilan. Quels autres examens complémentaires proposez-vous pour compléter le bilan? Alors ça c'est vraiment important parce que le cardiologue a un vrai rôle là, parce que les extrasystoles ventriculaires, si tout le monde en a, tout le monde n'a pas un risque d'avoir une mort subite ou une cardiopathie. Et le rôle du cardiologue est de répondre à la question, ce patient qui a des ESV, est-ce qu'il a des ESV comme tout le monde, alors qu'il n'a pas de cardiopathie, ou est-ce qu'il a des ESV qui sont plus fréquentes parce qu'il a une cardiopathie sous-jacente. Et donc le rôle du cardiologue, c'est vraiment de mettre en évidence ou d'éliminer une cardiopathie, puisque c'est la prise en charge de cette cardiopathie qui impactera le pronostic. Et donc il faut commencer, une fois qu'on a fait l'électrocardiogramme et le Holter bien entendu, par une échographie cardiaque. Et ça, il n'est pas question de faire un quelconque bilan cardiologique sans échographie cardiaque. On pourra faire aussi, de façon systématique, une épreuve d'effort, en sachant qu'il faut savoir pourquoi on fait l'épreuve d'effort et il ne faut pas surinterpréter ou sous-interpréter l'épreuve d'effort. Si à l'épreuve d'effort on déclenche une tachycardie ventriculaire, on va changer de catégorie et on passera là dans le diagnostic et la prise en charge d'une tachycardie ventriculaire. Si on déclenche des ESV polymorphes à l'effort, on va aussi changer de catégorie. Par contre, l'apparition ou la disparition des ESV à l'effort ne sont pas des facteurs de bon pronostic. Donc ce n'est pas parce que votre patient a des ESV qui disparaissent à l'effort que forcément ça a un bon pronostic et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le bilan. Alors une fois qu'on a fait systématiquement le CG, le Holter, l'écho et l'épreuve d'effort, il faut orienter le type de bilan complémentaire qu'on va faire en fonction de l'origine, du lieu d'origine de l'extrasystole ventriculaire. Quand on a des extrasystoles ventriculaires qui proviennent du ventricule droit, les plus fréquentes et les ESV bénignes qui viennent de l'infundibulum pulmonaire, viennent du ventricule droit. Et donc quand ça vient du ventricule droit, il faudra surtout éliminer une pathologie qui a un risque rythmique important, qui est la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Et donc si on veut faire un bilan étiologique d'une extrasystolie du ventricule droit, il faut chercher une dysplasie arythmogène du ventricule droit, éliminer une dysplasie arythmogène du ventricule droit avec l'échographie, mais ce n'est pas très rentable. L'IRM ne verra que les formes très évoluées de dysplasie et donc on peut s'aider de potentiel tardif, même si on n'en fait plus très souvent, mais faire des scintigraphies de phase par exemple ou des angiographies dans les centres ventriculaires droits dans les centres qui les font. Donc ça c'est pour la partie ESV qui viennent du ventricule droit. Quand l'ESV vient du ventricule gauche, on a déjà fait l'échographie, mais si on n'a pas d'anomalie à l'échographie cardiaque, il faut aller plus loin
Et il faut rechercher des zones de fibrose, des cicatrices à l'intérieur du myocarde. Et je crois que tout le monde est d'accord maintenant pour dire qu'il faut faire une IRM quand on a des extrasystoles ventriculaires qui viennent du ventricule gauche, une IRM avec une injection de gadolinium pour voir s'il y a du rehaussement tardif. Donc au terme de ce bilan, on arrive, j'imagine, à la décision de traiter ou pas. Et lorsqu'on traite ces extrasystoles, quelles sont les cartes que l'on peut jouer? Alors ça, c'est une question qui est très importante. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut traiter des extrasystoles ventriculaires. Donc globalement, les extrasystoles ventriculaires qui surviennent sur cœur sain, en dehors de cas très particuliers des extrasystoles ventriculaires à couplage court ou des TV catécholergiques qui sont vraiment des syndromes très rares, les extrasystoles ventriculaires qui surviennent sur cœur sain n'impactent pas le pronostic et ne sont pas associés à un mauvais pronostic. Ça veut dire que tout le traitement n'aura pour objectif que de diminuer d'éventuels symptômes. Ça veut dire que quand il n'y a pas de cardiopathie après le bilan exhaustif qu'on a réalisé, le patient asymptomatique ne nécessite pas de traitement pour les extrasystoles ventriculaires. Si le patient est symptomatique, on va essayer de soulager ses symptômes et il faut essayer de soulager ces symptômes en évitant de donner des médicaments ou d'avoir des stratégies de traitement qui sont elles-mêmes associées à un risque. Et donc si on veut donner des médicaments, on va donner plutôt des bêta-bloquants qui ne sont pas très efficaces, mais en tout cas qui ne sont pas dangereux, plutôt que des antiarythmiques de classe 1C ou de classe 3 qui sont associés à des risques pro-arythmiques qui sont difficilement acceptables ici dans la mesure où le risque spontané de ces ESV est nul. Dernier point, quand il n'y a pas de cardiopathie, les patients qui sont vraiment invalidés, qui ont des ESV qui résistent au traitement antiarythmique, on peut se laisser aller, se laisser convaincre par le patient à proposer une procédure d'ablation. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui il faille proposer en première intention ou rapidement une procédure d'ablation qui marche bien, dont les taux de complications sont faibles, mais même des taux de complications faibles vont être inacceptables chez des patients qui ont une pathologie totalement bénigne. L'autre versant, c'est quand il y a une cardiopathie, et là les choses sont très différentes. Les différentes études qui ont comparé le pronostic des patients avec cardiopathie, qu'ils soient avec ou sans extrasystole ventriculaire, ont montré que ce qui faisait le pronostic, c'était l'état de la cardiopathie, ou l'évolution de la cardiopathie, plus que la présence des ESV. Et donc le patient qui a des ESV et une cardiopathie, ce qu'il faut prendre en charge, c'est sa cardiopathie beaucoup plus que ses ESV. Et donc il est important là de prendre en charge son risque rythmique et de se référer aux recommandations pour quand est-ce qu'on doit mettre un défibrillateur en fonction de la fraction d'éjection et proposer à tous les patients qui ont une cardiopathie un traitement médicamenteux adapté qui passe le plus souvent par un traitement bêta-bloquant quand il y a une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche. Donc le traitement des ESV chez le patient qui a une cardiopathie, c'est le traitement de la cardiopathie. Et il faut vraiment ne pas déroger à ça. Le fait qu'il y ait les ESV ne change pas cette prise en charge. Alors il y a une exception quand même, qui est une situation qui est connue depuis quelques années, mais pas depuis très longtemps, qui est que chez un certain nombre de patients, pas beaucoup, la cardiopathie a suivi la survenue des ESV et on pense que ce sont les ESV qui induisent la cardiopathie, qui ont dilaté le ventriculaire gauche et altéré la fonction systolique ventriculaire gauche. Chez ces patients-là, qui ont beaucoup d'ESV, et quand on dit beaucoup d'ESV, c'est toujours plus de 10 000 ESV par 24 heures, mais c'est souvent entre 15 et 20% des battements qui sont d'origine extrasystolique ventriculaire. Et puis il y a d'autres critères pour essayer de penser que la cardiopathie est effectivement liée à ces ESV, mais globalement le nombre des ESV est un critère majeur. Et ces patients-là, si on pense que la cardiopathie a pu être la conséquence d'un nombre élevé d'extrasystoles ventriculaires, on peut alors proposer le traitement de ces ESV spécifiquement, soit par médicament d'abord, mais ça ne marche pas très bien, soit plus facilement et plus rapidement par ablation pour essayer de faire disparaître ces ESV. Et c'est si on a une récupération de la fonction systolique ventriculaire gauche et plus encore une diminution du diamètre télédiastolique après l'ablation et après la disparition des ESV, qu'à ce moment-là, on pourra conclure a posteriori qu'on avait effectivement une cardiomyopathie rythmique induite par ces ESV. Dernier petit point et qui est quasiment anecdotique en termes de proportion, ce sont ces ESV malignes qui, pendant des phases très particulières, sont responsables d'orages rythmiques, par exemple à la phase subaiguë d'un infarctus du myocarde ou chez des patients qui ont des ESV à couplage court. Eh bien, on peut être amené en aigu et de façon presque de sauvetage à aller brûler, ablater ces extrasystoles ventriculaires pour passer le cap de ces orages rythmiques. Merci Fabrice Extramiana. Merci à vous.